rêves d'enfance peuvent mener au bout du monde. Le temps d'une année scolaire, à bord de Fleur de l'Empole, 9 enfants partent à l'école de la nature et des hommes. Ils explorent la forêt amazonienne et les récifs de corail, deviennent des amis des baleines et des Indiens. Un voyage au bout de leurs rêves, à la découverte d'eux-mêmes. Pour partager leurs émotions, ces jeunes marins reporters ont réalisé eux-mêmes certaines séquences de ce film. Un carnet de bord en images, leur regard d'enfant sur le monde. Voilà 5 mois que Fleur de l'Empole a quitté la France. Nous avons passé l'automne en Guyane, puis nous sommes rentrés fêter Noël avec nos familles. Aujourd'hui, en France, nos amis rentrent à l'école pour leur second trimestre. Mais nous sommes en mer depuis 8 jours déjà. Et l'Amérique du Sud est loin dans le sillage. Un nouveau chaton a rejoint l'équipage. Il s'appelle Hipok. Ça veut dire tout va bien en Wayana. Nous faisons voile vers les îles Turques et Caïcos pour y étudier les mammifères marins. Anne Collet, directrice du Centre national d'études des mammifères marins, nous a rejoints à Providenciales. Avec elle, nous allons tenter de rencontrer Jojo, un dauphin ambassadeur. Jojo a un ami, Dean Barnall, un jeune Américain. Il y a combien de temps il a été trouvé? How long ago was Jojo found? Oh, well, I believe Jojo was here probably in the mid-70s, but most people didn't know he was Jojo because they didn't have a name or didn't identify him as anything unique, because there was more than one Jojo. There was about 3 dolphins then. Jojo est un dauphin libre qui recherche la compagnie des hommes. Ils sont quelques-uns comme cela dans le monde. On les appelle des dauphins ambassadeurs. Mais pourquoi ce comportement? This place is called the aquarium. This is where the 30 dolphins stranded in the late 70s. What happened is the 30 dolphins came in, the pass was closed off by a hurricane then, all right, so it's a natural closing of the pass. And then what happened is the tide went down, all the dolphins got stranded. 3 small dolphins, because they were easy to lift, were moved from here to here. Those 3 dolphins, one of them most likely Jojo, okay, separated. C'est marrant, c'est que garder sa vie de dauphin quand même en liberté, et la vie est rapprochée avec l'homme. C'est un dauphin sauvage, c'est un dauphin libre, mais qui a effectivement gardé des relations privilégiées avec l'homme. Depuis l'Antiquité, certains dauphins honorent les hommes de leur amitié. Lors de naufrages, il est arrivé que des dauphins sauvent des marins de la noyade. Ces mammifères, nos lointains cousins, ont une prédilection pour les enfants. Nous rêvons nous aussi d'approcher Jojo. Mais où est-il aujourd'hui? Dans une baie peu profonde, entourée d'îles désertes, nous repérons un groupe de 12 dauphins. Ils sont venus mettre au monde leurs petits dans ces eaux abritées. Ces animaux ont une structure sociale très élaborée. Les mâles s'interposent entre nous et les jeunes. Ce sont des grands dauphins, des Tursiops troncatus, l'espèce de Jojo. Un dauphin s'approche de nous, il nage sans peur à nos côtés. C'est lui, Jojo, l'ami des hommes. Dean nous réserve une autre surprise. Sur une île déserte vivent les derniers descendants des dinosaures, des iguanes. Ils ont disparu presque partout dans les Caraïbes, chassés par les hommes et leurs animaux domestiques. Ces iguanes sont protégées par le gouvernement des îles Turques et Caïcos. Consciente de ses richesses écologiques, cette petite colonie britannique a créé de nombreux parcs naturels, autant de refuges pour les animaux. Les iguanes ont cessé de craindre les hommes. Attends-toi aussi. Allez, tiens. Ouais. Ils sont bien potelés, hein.
Du chocolat sur la bouche, il y a des moustaches de chocolat. Une fois de plus, nous hissons les voiles. Fleur de l'Empole va mettre le cap sur le banc d'argent, l'une des étapes les plus excitantes de notre long voyage. Au banc d'argent se retrouvent chaque année plusieurs milliers de mégaptères ou baleines à bosse. Anne Collet mènera avec nous une étude sur ces baleines. Les alizés soufflent fort. Nous nous dirigeons à grande allure vers le banc d'argent. Rien ne signale ce vaste plateau corallien situé en pleine mer au nord de la République dominicaine. Un piège pour les navires. Nous calculons notre route pour y arriver après le lever du soleil. Le sondeur indique 20 à 30 mètres de fond. Nous arrivons au banc d'argent et déjà les premières baleines sont en vue. Par le travers, par là. Elle est assez loin, elle est à 250 mètres à peu près. Et donc avec ce frère-là, ça va être très difficile. Il faut monter à la vigie, non? Ouais, on voit les caudales, elles tapent avec leur nageoire comme ça. C'est la dame là. Il faut chanter comme ça. Ouais, chanter. Mais je crois qu'on a vu chanter. Bah là il y a le collègue Anne qui vient de voir une baleine. Et donc bah, on va essayer de la chercher et de la revoir. Je suis en train de me laver les dents. Donc j'ai entendu la cloche pour les cheveux tachés. Et donc là on est en train de regarder s'il y a une baleine. On les voit, ça veut dire quoi ça? Elles batifolent, elles font des jeux qui peuvent être des jeux sexuels, qui peuvent être des tas de choses. Elles sont excitées visiblement. Les mégaptères se rassemblent chaque printemps sur le banc d'argent pour s'y reproduire. Les eaux peu profondes atténuent la houle du large qui gênerait les petits. Elle me couche beaucoup. Quelqu'un peut m'attendre, vas-y. Elle va commencer. Bah ça c'est impressionnant parce que ça leur a rapproché beaucoup du bateau. Et puis elle saute. De toutes les baleines, les mégaptères sont les plus joueuses. Et aujourd'hui, elles nous offrent un véritable festival où les sauts alternent avec de grands coups de nageoire sur la mer. Génial, hein, c'est super. Et c'est la première fois qu'on arrive à les approcher de temps. Tout à l'heure, à nous faisait coucou, c'était trop mignon. Ah, vraiment, c'est magnifique. Hein. Nous contemplons l'un des plus extraordinaires spectacles que la mer puisse offrir. Les jeux amoureux des baleines à bosse. Nous avons trop tardé en compagnie des baleines et le soleil bas sur l'horizon nous empêche de distinguer les patates de corail, ces récifs qui affleurent sous la surface. Il faut trouver au plus vite un mouillage pour la nuit. Là, ça sera pas mal. Ok. Mais il faudrait que tu arrêtes le bateau là, parce qu'on continue d'avancer et tu vois, on en a une sur tribord et une sur bâbord. Ça semble pas mal dégagé autour, donc je pense qu'on va mouiller là. Bon, ben, mouille là. Dès que la fleur est ancrée, nous nous réunissons au carré où Anne nous fait une petite conférence. Pour des raisons un peu compliquées de physique et d'océanographie, les mers chaudes, c'est très peu productif. Il n'y a presque rien à manger dedans. Donc pour les baleines, il faut trouver énormément de nourriture et ça se trouve toujours dans les mers froides. Et c'est la raison pour laquelle les baleines, ça migre. Donc elles passent l'été, là où quand même les conditions climatiques ne sont pas trop difficiles, en mer froide. Et par contre en hiver, donc en ce moment pour nous dans l'hémisphère nord, elles vont dans les mers chaudes pour se reproduire. Donc quand les baleines arrivent en mer chaude, elles ont une couche de lard épaisse comme ça,
Bon, d'abord c'est un isolant thermique, mais c'est aussi une réserve de graisse. Et ensuite pendant 3 mois, voire parfois 6 mois, elles vont pratiquement rien manger. La baleine bleue, le grand rorqual, c'est le plus long. Hein. Donc une femelle qui fait environ 30 mètres de long, c'est grand, hein, 30 mètres. Vous voyez par rapport à la fleur. Hein. C'est plus grand que la fleur. Voilà. Son petit à la naissance va faire 7 mètres de long. Et tous les jours, sa mère lui fournit 500 litres de lait. Et le petit, tous les jours, va grandir de 100 kilos. Voilà. Un quintal de plus tous les jours. 100 kilos. Le lendemain, le temps est gris et pluvieux. Impossible dans ces conditions de risquer la fleur entre les récifs de corail. Nous décidons de mettre à l'eau notre petit lougre, l'annexe de Fleur de l'Empole, pour aller explorer l'épave du Polyxénie, un cargo grec qui a fait naufrage ici il y a une vingtaine d'années. On va voir. Ici, les patates de corail qui affleurent juste sous la surface sont de véritables pièges pour les navires. Pour des milliers de marins, le voyage s'est achevé là. Des galions espagnols chargés de l'or et de l'argent dérobés aux Indiens d'Amérique se brisaient sur le banc lors des nuits de tempête. Ce sont eux qui ont donné son nom au banc d'argent. Les baleines aussi furent l'objet de la convoitise des Occidentaux. Les baleiniers venaient mouiller ici où les attendaient des proies faciles. Trop chassées, les baleines à bosse ont été menées au milieu de ce siècle, au bord de l'extinction. Aujourd'hui, coques de galion, canons, pièces d'or ont disparu sous le corail qui a tout recouvert. Mais pour les baleines, le banc d'argent est devenu un sanctuaire. Désormais protégés, leur nombre croît régulièrement. Les hommes auraient-ils enfin acquis une nouvelle sagesse, où la beauté et l'intégrité de la nature seraient le plus précieux des trésors? Fleur de l'Empole est ancrée sur le banc d'argent pour y étudier les baleines à bosse. Une équipe accompagnée de la cétologue Anne Collet part à leur rencontre. Tu pars comme ça, Mouloud? J'ai ma veste de carré à l'intérieur et mon pull au fond. Là, j'ai un peu chaud. Nous ne tardons pas à repérer 2 baleines. Elles ne semblent nullement effrayées par le lougre, notre petit voilier. L'une des baleines s'approche de nous et sonde juste sous le lougre. Pour la première fois de notre vie, nous allons nager avec une baleine. Mais l'eau est trouble et la baleine nage sur le fond de sable à 30 mètres sous nous. Nous ne pouvons pas la suivre. C'est impressionnant. Tu l'as vu? Oh, on l'a vu. Déjà, t'as un peu peur parce que tu te dis, elle est immense par rapport à moi. Sans faire exprès, elle peut me donner un coup de queue ou j'en sais rien. Puis en même temps, t'as envie de la voir parce que, je sais pas, elle paraît calme. Depuis plusieurs jours, nous observons les baleines à bosse. Comme chaque soir, Anne nous explique ce que nous n'avons pas pu remarquer. Si les baleines montrent bien leur ventre, on peut reconnaître de quel sexe elles sont, si c'est un mâle ou une femelle. La femelle, on voit une grande fente comme ça au milieu, et de chaque côté, il y a 2 toutes petites fentes. Les 2 toutes petites fentes, ce sont ce qu'on appelle les fentes mammaires, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur que se cache le téton pour un meilleur hydrodynamisme. Et la grande fente, elle cache l'orifice anal et puis l'orifice génital, c'est le vagin. Par contre, chez les mâles, on voit 2 fentes dans l'axe du ventre, et il y en a une, c'est l'anus, et puis l'autre, c'est l'orifice du pénis, hein, c'est un peu comme une braguette, c'est-à-dire que le pénis, pareil, pour un meilleur hydrodynamisme, il est caché dans le ventre,
Et quand la baleine, évidemment, batifole et est amoureuse, et bien à ce moment-là, on peut voir le pénis sortir. Tu en as vu un, je crois, aujourd'hui? Ouais, il était assez grand et ça pendait un peu, quand c'était un peu pointu, ça pendait un peu. Et il était un peu brun rose. Bah oui, bah voilà, c'est des baleines qui sont sur leur aire de reproduction, donc elles sont en train de batifoler, donc on a tous les jeux amoureux de nos belles baleines. Le lendemain, la météo est meilleure, nous décidons de lever l'ancre. Mais auparavant, comme tous les matins, après la toilette des matelots, il faut faire celle du navire. Travailler, en fait, on est des enfants martyrs ce soir. Ce matin, les fonds coralliens du banc d'argent nous réservent une mauvaise surprise. Impossible de lever l'ancre. L'ancre, elle pèse 150 kg et la chaîne, elle pèse 1 tonne. Alors quand en plus c'est coincé au fond, on a beaucoup de mal à la remonter. Ouais, bah... Cette manœuvre dangereuse nous prend toute la matinée. Au loin, les baleines sautent comme pour nous appeler. L'ancre enfin relevée, il nous reste encore à envoyer la grand voile. Une fois de plus, la fleur s'en tire sans mal. En mer, il faut une grande vigilance, particulièrement lorsqu'on navigue dans les régions les plus isolées, afin de protéger l'équipage de tout accident. À midi, nous commençons enfin notre étude. Alors là, on va faire le comptage des baleines. Alors, on lit le script. Et moi, je dois regarder. Alors moi, je dois regarder, je crois, sur 30 degrés, c'est ça? Ouais. Donc en fait, on se met deux équipes, une à bâbord, une à tribord. Et à chaque fois qu'on voit un souffle ou une baleine, on la marque, on marque l'heure, on marque combien il y en avait, enfin... Tout ça pour savoir à peu près combien il y en a. Guidés par Anne, nous réalisons un travail de photo-identification des baleines. L'aileron dorsal et la queue de chaque mégaptère, ou baleine à bosse, lui sont propres. En les photographiant, on peut ainsi dresser une fiche d'identification de chaque individu. Ces données sont centralisées au niveau international, ce qui permet aux scientifiques de suivre les mégaptères dans leur migration et d'étudier leur reproduction. Les baleines à bosse sont aujourd'hui les mieux connues des baleines. Après, c'est quoi? Espèce, number, je crois qu'il y en a une, mais on voit pas bien encore, alors je dis pas. Mais la distance, c'est à peu près donc je mets combien là? Depuis 1 heure, un groupe de plusieurs baleines reste à proximité de la fleur. Nous avons identifié chaque individu. Plusieurs mâles courtisent une femelle. Une équipe se prépare pour plonger. Nous rêvons tous d'observer sous l'eau le balai amoureux des mégaptères. Les baleines gardent leur distance. C'est à peine si nous les distinguons, dans l'eau chargée de sédiments par le mauvais temps de ces derniers jours. Quelques coups de queue nonchalants suffisent aux baleines pour nous distancer. Ah, c'était génial. Je les ai vues de proche. Il y avait, à chaque fois que je m'approchais d'elles, elles sondaient. Puis c'était très impressionnant. Si c'était assez impressionnant, puis après elle est descendue. Et en fait il y en avait deux, on l'avait pas vu. Tu as vu, elle a tourné autour, comme ça. Tu as vu quand elles se sont touchées tête à tête? Ouais. Hein? Ouais, on a bien vu là. C'est super. Et après elles sont parties. Ah, ouais. Wow. Mais voilà que les baleines reviennent vers nous. Absorbées par leurs ébats amoureux, elles semblent avoir totalement oublié notre présence. Les baleines chaudes de l'océan sont les plus chaudes, celles qui sautent le plus haut, qui sont les plus violentes, et c'est moi qui vais les voir. Je suis très fière, avec François. On a bouffé un peu de carottes avant pour se revigorifier un petit peu le corps. Et des caramels. Et voilà, et on est chaud, regarde. Surmontant son appréhension, Tatiana se décide à plonger à son tour. Je vais embrasser ma mère. Salut.
Cette fois-ci, la magie est totale, car les géants des mers acceptent notre présence à leur côté. Les baleines tournent autour de nous et viennent nous observer. Nous nous regardons, les yeux dans les yeux. C'était extraordinaire. Alors, ça tient. Eh ben, elles étaient juste sous nous, il y en avait 3. C'était magnifique, magnifique. Elles n'avaient pas peur, elles venaient nous voir. En disant on les a perdus, puis brusquement on les voyait apparaître sous le fond. Alors une fois il y en avait 3, alors les 3 venaient nous voir, tu vois. Ah ouais, 3 Et- métaux, c'est ouais. à côté de l'autre. Ouais. Et une fois je plonge, alors tu vois votre derrière c'est tout gros, tout rond avec sa queue comme ça. Et puis elle se retourne pour me regarder, je voyais son œil qui me regardait là. J'étais dans l'apnée, je voyais son œil qui me regardait. Fabuleux, un grand moment quoi. On sera arrivé dans le grand bleu. C'est mieux que le grand bleu. Ouais. Le grand bleu, c'était que des dauphins. Ah, c'est super, ah, c'est génial. Un hydrophone nous permet d'enregistrer le chant des mégaptères. De toutes les baleines, ce sont elles qui chantent le plus. Leurs vocalises peuvent durer une demi-heure. Chaque année, toutes les baleines à bosse d'une même région commencent leur chant par les mêmes notes. Les scientifiques connaissent mal la signification de ces sons étonnants. On pense qu'ils peuvent porter à des centaines de kilomètres. Sous l'eau, le chant des mégaptères semble transpercer notre corps. Nous devons déjà quitter le banc d'argent. Il nous semble avoir rêvé. Avons-nous réellement nagé avec les baleines? Les plus courageux d'entre nous profitent de la traversée pour mettre au propre leurs observations. Avant de quitter Anne, nous faisions escale avec elle à French Cay, une petite île oubliée du reste du monde. En quelques semaines, nous nous sommes énormément attachés à Anne. Elle exerce son métier de cétologue avec rigueur et passion. Nous ne nous lassons pas de l'écouter. On ne chasse plus les baleines depuis quelques années et c'est vrai que les mégaptères notamment, ils sont en augmentation. Il y en a plus qu'avant. Mais c'est pas pour autant que toutes les menaces sont disparues pour les baleines. C'est quoi le problème aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'aperçoit que le problème le plus important, c'est les pollutions. Parce que les pollutions, on maîtrise encore très mal. On s'aperçoit simplement que la mer est très polluée, mais on ne sait pas encore exactement quel effet ça peut avoir, si ce n'est qu'on s'inquiète beaucoup. Alors les effets qu'on peut réellement mesurer, c'est assez dramatique. Une fois, ça m'est arrivé même plusieurs fois, d'autopsier un dauphin qui était mort d'une occlusion intestinale parce qu'il avait mangé des sacs plastiques. L'estomac plein de papier de bonbons, d'emballages de barres chocolatées, de poches de supermarché. Et ça, c'est vraiment impressionnant à voir et c'était la raison pour laquelle le dauphin était mort. Donc c'est important aussi de penser aux problèmes de pollution, de consommation. On consomme trop de choses, donc on rejette trop de choses dans la mer. Et c'est de cette façon-là aujourd'hui qu'on porte atteinte aux populations des mers et notamment aux dauphins et aux baleines. Tu vois, sur une petite île comme ça qui paraît totalement vierge, un sanctuaire pour les oiseaux qui ont besoin de la mer pour se nourrir, tous les poissons qu'on a vus autour, c'est extraordinaire. Et en même temps, déjà, on voit apparaître les traces du passage de l'homme. On a vu quelques déchets autour de cette île. Donc c'est vraiment à la fois un problème collectif, c'est tout le monde, mais tout le monde, c'est aussi chacun d'entre nous. Et c'est à chacun d'entre nous de faire attention tous les jours à ce qu'on fait.
Fleur de l'Empole va maintenant séjourner 2 mois dans les îles les plus isolées des Caraïbes pour y étudier les récifs coralliens. Aujourd'hui commence une nouvelle étape de l'expédition de Fleur de l'Empole. Après avoir étudié la forêt amazonienne et les baleines, nous sommes ancrés dans l'archipel des Turks et Caïcos, au nord de Haïti. Un biologiste marin, Pierre Lejeune, doit nous y rejoindre. Avec lui, nous étudierons le plus riche des écosystèmes marins, les récifs de corail. En attendant, Pierre s'offre une plongée matinale. Lorsque l'on plonge pour la première fois sur un récif corallien, on est ébloui par la richesse et la diversité de cet environnement. Les coraux vivent en colonies pouvant atteindre des dimensions très importantes. La grande barrière de corail en Australie mesure 2000 km de long. Les squelettes des coraux, vivants ou morts, servent de support et d'abri à une infinité de créatures marines. Un tiers de tous les poissons du monde peuplent les récifs de corail. Le récif corallien est un ensemble vivant très complexe. Il se développe dans les mers tropicales peu profondes. Il lui faut du soleil et de la chaleur, donc une profondeur n'excédant pas 40 mètres et une eau à 18 ou 20 degrés au moins. Des conditions idéales pour les plongeurs aussi. À bord de Fleur de l'Empole s'écoule une matinée comme les autres, studieuse. En attendant le déjeuner, nous terminons d'écrire nos textes sur les baleines. Images doc et Okapi les attendent pour les publier à notre retour. Les garçons dorment dans le poste avant. Ici, c'est ma banette. Et c'est là où je dors. Et là, j'ai mon bazar. Oh, ça faut pas montrer. Ça, c'est ma petite peluche. Ça, c'est mon agenda que nous a offert Kodak. Quelquefois, je dors avec elle. Ça, c'est mon porte-monnaie. Ça, c'est mon dernier paquet. J'essaie de le déguster d'un enfant. Oh, excuse. Est-ce qu'il n'est pas pratique dans une banette comme ça? Quand du roulita, c'est comme ça. Nous appareillons. Cap vers West Caicos, une grande île déserte réputée pour la beauté de son corail. Pierre Lejeune, le biologiste, est arrivé. Il prépare déjà ses expériences. Alors, pour le point numéro 1, c'est le cap 279. Pour le point numéro 2, ça sera le cap 262. Et pour le dernier, jusqu'au mouillage, on fera du 207. Aujourd'hui, le skipper, c'est Nicolas. Afin de bien apprendre les secrets de la navigation, chaque jeune est responsable du bateau pendant une journée. Tu mets la vigie? Ouais, d'accord. On se met sur le canal 8? Ok. François, tu mets le canal 8 dessus? J'espère qu'il ne va pas nous échouer, parce que c'est une navigation qui n'est pas évidente, il paraît, puisqu'on est en train de se faufiler entre des patates de corail et sur un fond qui est quelque part entre un demi-mètre et 1 mètre en dessous de la fleur, quoi. Mais on lui fait confiance. Demandez si c'est bon là. C'est bon là? Le chemin tourne un peu plus à bâbord. Ok, bon je te route, j'y vais. Ça roule. Hélène, Ouais? c'est dur de naviguer par ici? Ouais, c'est assez dur parce qu'il y a des patates de corail et on risque de s'échouer. Ah ouais? Alors, faut quelqu'un dans la vigie pour surveiller si on ne fonce pas droit sur une quoi. Il y a tout le temps un enfant là-haut? Oui, durant cette navigation, il y a tout le temps quelqu'un qui surveille. Une fois de plus, la Fleur a réussi à traverser les récifs. Nous rencontrons un étrange voilier qui nous demande de l'aide. Ce caboteur à voile vient de Haïti, l'un des pays les plus pauvres au monde.
Là-bas, les marins n'ont souvent pas de quoi acheter un moteur. Et lorsque le vent vient à tomber, la traversée s'éternise. C'est ce qui est arrivé à ce voilier. Nous les remorquons vers une île proche et les ravitaillons. Ils n'avaient même plus d'eau potable à bord. Leur maigre cargaison est en train de pourrir au fond de la cale. Les Haïtiens sont démunis de tout, acculés à la misère par des décennies de dictature suivies par de graves crises politiques. Ce sont des gens très croyants. Nous quittons les Haïtiens près d'un mouillage. Durant les semaines à venir, ces marins deviendront de vrais amis. Nous partons avec Pierre sur West Caicos à la recherche d'un lieu propice à notre étude. Pierre est directeur scientifique de la station océanographique de Starezo en Corse. C'est un habitué des eaux coralliennes. Génial, on va se mettre à l'eau et on va aller voir la gueule qui sera sous l'eau. Et je suis sûr que ça va être génial. Bon, ben on y va? Nous repérons, non loin de la fleur, dans des eaux calmes près de la côte, une patate de corail. Ce devrait être un site idéal pour notre étude. Au fil des plongées, chaque créature qui habite ce bout de récif doit nous devenir familière. Pour l'instant, nous n'arrivons pas encore à les identifier. Qui croirait que cette superbe algue est en fait un animal, un corail mou? Nous avons tout à découvrir dans ces fabuleux jardins sous-marins, où chaque plongée est un enchantement. Bon alors Pierre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah écoute, tu as vu qu'on a découvert une super patate, Ouais. sur lequel il y a des coraux à étudier. On a dit qu'on allait essayer de savoir, de comprendre comment marchait cet écosystème, quel écosystème corallien. Et on va faire toute une série de petites manips, indépendamment les unes des autres, mais qui vont nous permettre de comprendre comment marche l'ensemble, quoi. C'est dur ça. Hein? Bah on a 3 semaines devant nous. C'est génial. C'est fabuleux, quoi. Ouais. Et on va se faire toutes ces petites manips les unes derrière les autres. Ouais, d'accord. Est-ce que c'est mieux, par exemple, on se dit qu'on fait des C'est ce qu'on disait pas, mais là, Ce soir, nous sommes tous excités par cette nouvelle aventure qui commence. de chaque côté. L'étude de la nature est peut-être l'un des plus grands plaisirs qui soit. C'est la vallée, il y a beaucoup. C'est aussi l'occasion d'apprendre à organiser notre travail. Ouais, et ben, m'en voulez pas. Mais il y a un tout petit bout de récif, ça va pas t'aider quoi, ça va être un peu dur. c'est ça que je veux dire. On a réussi. Et quand t'as une modification à faire, par exemple, à propos des poissons, bah tu l'as fait. Bah oui. Donc chacun a sa zone. Et dès que voilà. Nous décidons d'aller visiter les fonds coralliens de nuit. Non sans une certaine appréhension, il paraît que les requins chassent la nuit. Un dernier adieu. J'aimais bien la fleur. Un barracuda rôde à la recherche de sa proie.
La nuit marine est constellée d'étoiles. C'est le plancton qui remonte près de la surface. Les poissons se réfugient dans les creux du corail pour dormir à l'abri des prédateurs. Un petit poulpe vient nous regarder, attiré par l'éclat de nos torches. De lui, l'univers sous-marin semble encore plus mystérieux. Une vie entière ne suffirait pas pour comprendre tous ces secrets. Nous allons nous donner à fond à notre étude du corail. « 6 heures du matin, le soleil est déjà levé. Une nouvelle journée d'études du corail commence à bord de Fleur de l'Ampole, ancrée devant West Caicos. Hippoc, le chat, et Émilie se chargent du réveil. Je vais aller réveiller les autres maintenant pour un petit déjeuner. Nicolas, tu fais chaud. Tu t'es réveillé, c'est pas drôle. Comme bien souvent, les conversations portent sur la mer et ses habitants. Requin marteau, crabe, poisson-ci, baleine... Ah, je sais, j'ai rêvé de requin. Moi aussi. Sur notre bateau-école, la journée débute par une petite conférence de Pierre Lejeune, biologiste marin. Vous avez une coupe d'océan là. Depuis le continent jusqu'au grand fond océanique. Vous avez l'île, hein, qui se trouve là, donc qui est émergée avec ses petits palmiers et sa petite végétation. On s'écarte un petit peu de la falaise et à certains endroits, on trouve des petites patates de corail très jolies. Derrière les petites patates de corail, on a une profondeur d'environ 4 mètres. Et puis on a un fond de sable avec, sur ce fond de sable, une faune relativement intéressante, mais déjà très différente de celle qu'on va avoir près de l'île. Et là, se produit une rupture de pente et on tombe sur un tombant vertical qui est merveilleux, qui est magnifique, qui est couvert d'un véritable jardin, couvert de coraux, qui est malheureusement un tout petit peu trop profond pour que vous puissiez aller le voir de tout près. Alors je vous ai dit que dans un écosystème, il y avait évidemment les choses qui sont évidentes et qui sont celles qui attirent vos yeux de prime abord, mais c'est aussi d'autres choses qui sont moins évidentes pour vous. Quelque chose qui est extrêmement important pour un écosystème, c'est le plancton. Alors, le plancton, c'est un terme très général qui regroupe l'ensemble des animaux et des végétaux qui vivent dans la masse d'eau et qui se laissent dériver au gré des courants. Nous allons tenter de capturer du plancton en remorquant un filet à plancton. Pendant ce temps, Charlotte, Pierre et Hélène observent tout ce qui flotte et dérive près de la fleur. Les méduses aussi font partie du plancton. Regardez, hein. Il ne faut pas vous attendre à ce qu'il y ait des quantités énormes. Il est titré vert, je crois. Ah ouais. Ah ouais. Regardez. Alors regardez. Regardez comme ça remue là-dedans. Sur des milliers de kilomètres, vous avez une eau qui a la même composition, la même température. Alors vous vous rendez compte de la quantité de bestioles. Cette fois-ci, on a traîné 10 minutes. En fait, il y a plein de plancton végétal apparemment. Et je vois un morceau d'algue, une sorte de morceau blanc, je sais pas, on sait pas trop ce que c'est, on va regarder. Toujours pareil. À la base de la vie dans les mers se trouve le phytoplancton, de minuscules algues unicellulaires. Elles sont au début de la chaîne alimentaire. On dirait un morceau de quelque chose, le truc blanc. Un morceau de quelque chose. Faites gaffe, hein, parce que là-dedans il y a des trucs intéressants. Je pourrais regarder après là. Je vois une espèce de petite bulle avec un flagelle. On dirait un spermatozoïde. Le zooplancton, ou plancton animal, se nourrit de phytoplancton. Dans le zooplancton, on rencontre souvent des larves de poissons, de crustacés ou de corail. Avec les bruits, c'est
Je vois plein de copépodes, c'est des petites crevettes vraiment minuscules qui ont un œil rouge, enfin, ça fait un point rouge et on voit des reflets, on voit pas très bien les formes mais il y en a vraiment beaucoup voilà. Là il y a une toute petite méduse, viens voir. Dans ça. Là. Ah ouais. Regarde, c'est comme ça là. Faut qu'on la regarde. Cette petite méduse est un polype de corail. Le corail est constitué de petits animaux de la famille des méduses et des anémones de mer. Chaque polype secrète un squelette calcaire, une petite tour dans laquelle il peut s'abriter. Des tentacules entourent une bouche centrale qui sert aussi d'anus. Les polypes s'assemblent pour former des colonies de formes très variées. Chaque polype est une petite bouche qui attend que les courants lui apportent sa nourriture. Du plancton ou des proies minuscules qu'il capturera à l'aide de cellules spécialisées. Ces cellules, les cnidoblastes, décochent de petits harpons venimeux qui paralysent la proie. Les tentacules portent ensuite la nourriture à la bouche centrale. L'ensemble des polypes forme le corail. Il nous est difficile de distinguer les différents types de coraux, les éponges et les algues. Les plus connus des coraux sont les coraux durs. Ils peuvent former d'importantes colonies comme le corail cerveau ou le corail pilier. Nous apprenons à nous méfier du corail de feu. Sa piqûre est douloureuse. Ce que nous prenions au début pour des algues ondulant gracieusement dans le courant est en fait du corail mou ou gorgone. Le corail mou ne secrète pas un squelette rigide. Sa structure souple est obtenue par des petites aiguilles de calcaire appelées spicules. On va étudier toute cette zone-là. Donc au niveau de la patate, il y aura 400 mètres. Jusque là, il y a un niveau, il y a beaucoup d'éponges. Et au niveau du tombant, il y a 15 mètres. Et après, ça peut descendre jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Nous apprenons aussi à distinguer les différents types de récifs. Le récif que nous étudions principalement est une patate de corail, un massif isolé sur un fond de sable. Nous le divisons en plusieurs zones et relevons systématiquement toutes les espèces de corail qui le composent. Plus loin, Nicolas et Émilie plongent sur un récif frangeant. Le récif frangeant se développe le long de la côte dans des eaux peu profondes. Les gorgones y sont abondantes. Un énorme bloc de corail cerveau attire notre attention. Au large de l'île, la profondeur passe brutalement de 15 à 50 mètres, formant un tombant, un véritable mur colonisé par le corail. C'est sur le tombant que la diversité est la plus grande et les poissons les plus nombreux. Au bout de 2 heures de plongée, le froid se fait sentir. Il est temps de regagner la fleur. Après le déjeuner, Genaël et Hélène sont retournés sur West Caicos, simplement pour rêver et s'immerger complètement dans la magie des eaux coralliennes. Je crois que j'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort. Je me sentais vraiment dans mon élément, dans mon milieu, comme si j'avais toujours été là. Et je me sentais vraiment aux origines de ma vie. C'était vraiment très très fort. Quand je suis ici sous l'eau, j'ai vraiment l'impression d'être dans mon élément. Et ça c'est bizarre parce que on peut bouger, on n'a pas vraiment de loi physique qui nous retient. On se tourne dans tous les sens et en fait moi à chaque fois je dois me retenir de respirer parce que je me sens tellement bien que j'ai envie d'aspirer l'eau et de rester au fond.
À mon avis, le nuage qui est là en dessous, il n'est pas si petit qu'il n'y paraît, hein, parce qu'elle n'est pas à côté, elle est probablement à plusieurs kilomètres, hein, comme elle est là. Hein. Ah bon? Et au niveau de la trompe d'eau, il y a une énergie faramineuse hein, qui est développée. En fin d'après-midi, le ciel se couvre et une trompe d'eau menace la fleur. Elle grandit, hein. Ce minuscule cyclone enferme des vents atteignant plusieurs centaines de kilomètres/heure. Elle est superbe. Joyeux anniversaire, notre Mimi Anne. C'est clair, n'est-ce pas? Là là là. Magnifique. Ça a été fait avec plein d'amour, apparemment. Nous passons 2 mois complets dans les îles désertes. Les anniversaires sont des occasions bienvenues de faire la fête. Ils sont préparés en grand secret, 1 semaine à l'avance. Effectivement, c'est pas les plus faciles. Au gâteau d'anniversaire, Hippoc préfère les poissons volants qui atterrissent la nuit sur le pont. C'est sa façon à lui d'étudier la biologie marine. Très énervant. Parfois, la journée s'achève par une plongée de nuit. Elle nous révèle un autre aspect des récifs que nous étudions. Chaque journée apporte sa moisson de découvertes et d'émerveillement. Depuis plusieurs semaines, Fleur de l'Ampol est ancrée devant West Caicos, une île déserte des Caraïbes. Dans la bibliothèque du bord, nous avons trouvé un guide qui parle d'une ville fantôme. Alors vous cherchez un arbre un peu biscornu qui fait une arche. Donc vous voyez un arceau comme ça. Et juste à côté, il doit y avoir un palmier un peu plus grand que les autres. Et regardez là-bas, on voit quelque chose. Je crois que c'est ça. Ah ouais, c'est blanc, ça pourrait être le toit. On s'approche un peu. D'après notre guide, ces ruines sont celles d'une plantation appelée Yankee Town. À terre, la chaleur est écrasante. Le seul habitant de Yankee Town est un aigle pêcheur. Qu'est-ce qui a pu amener des hommes à vivre sur cette île aride, à 1000 kilomètres du continent? The Loyalists were Americans who had fought for the British during the American War of Independence and afterwards banished from their native land. Some of the Loyalists, planters who arrived in Nassau with their slaves in the 1780s, were granted land in the uninhabited Caicos Islands. Donc ils disent que les Loyalistes, qui étaient des Américains, qui sont battus pour la Grande-Bretagne pendant la guerre de l'indépendance, ils sont arrivés ici parce qu'ils étaient bannis et ils ont travaillé ici en plantant du coton, du sucre pour environ 30 ans. Puis comme la terre était tellement sèche, ils sont partis en laissant leurs esclaves ici et c'est ça qui a commencé cette population. Même en 1700, il n'y avait pas de machine à vapeur. Oui, mais dans ce guide, ils disent qu'il y a eu un peuple entre 1890 et 1920 qui est venu et qui a fait de l'exploitation du sel et donc qui a fait pousser aussi du coton et du sisal. Et qu'est-ce que c'est le sisa machin? Le sisal en fait c'est comme le chanvre, c'est pour faire de la ficelle. Nous découvrons les restes d'une digue et d'une voie ferrée qui traverse l'île. Cette vaste lagune était autrefois un marais salant. Elle est devenue un paradis pour les oiseaux marins. Flamants roses, chevaliers, bécassos, hérons y trouvent une nourriture abondante et une tranquillité absolue.
Afin de poursuivre l'exploration de l'île, les filles ont bivouaqué sur la côte. Henriette, dis bonjour. Oui. Vous êtes horrible. Bon allez, dodo. Émilie. Faut se réveiller. J'ai marre. J'aime pas quand on me En réveille plus, le j'ai matin. les lèvres tout gonflées à cause des moustiques. J'ai les lèvres toutes gonflées à cause des moustiques et j'ai pas pu dormir. Nous longeons la côte de West Caicos, attentifs à tout ce qui pourrait rappeler une présence humaine. Première découverte, des inscriptions gravées dans la roche. Capitaine de la guerrière, mars 1808. L'île a servi de refuge à des naufragés et des pirates. Mais ce que nous recherchons, ce sont des traces des Indiens. Ils peuplaient West Caicos il y a 500 ans et avaient développé une véritable civilisation du Lambi. Ça a l'air d'être ça, venez voir. J'en ai trouvé un. Tu l'as trouvé? Un lambi, celui-là il est entier, mais je pense qu'on devrait en trouver des cassés. Tiens, regarde, là il y en a. Là, regardez, il y en a plein. Ah là aussi. Ah ouais. Il y en a partout. Il y en a partout, et regardez là, il y en a deux pareils, les deux mêmes. Les Indiens taillaient ici des outils dans les lambis, ces gros coquillages. Cette partie du lambi a été enlevée, donc peut-être que ça ressemble un peu à ce bout pointu. De toute façon, ça servait peut-être comme outil, comme c'est assez pointu et peut-être tranchant. Venus d'Amazonie avec leurs pirogues, les Amérindiens avaient peuplé les îles Caraïbes jusqu'aux Bahamas. West Caicos était habité par les Arawaks. Christophe Colomb les rencontra lors de son premier voyage. Il y a des bouts de lambi là. C'est bizarre ça. Ouais, qu'est-ce que c'est? Il y a des lambis apparemment qui ont été éclatés. À côté, il y a un gros morceau de corail qui pourrait très bien servir comme marteau. Ça se trouve, il est venu là naturellement, mais peut-être aussi que les hommes s'en servaient de marteau, vu que c'est très pratique. Je suis super contente. Alors là, ça excite complètement ma curiosité. J'ai envie de fouiller toute l'île. Ça me fait bizarre déjà de penser que je suis sur un lieu que des gens ont déjà foulé, quoi, il y a hyper longtemps. Ça me fait bizarre aussi de toucher des objets qu'ils ont déjà pris dans leurs mains. J'ai l'impression que je pourrais peut-être avoir des bouts de leur peau, quoi, sur l'objet. Ça m'intrigue beaucoup, je sens leur présence. Nous avons découvert un atelier où les Arawaks fabriquaient des outils en lambi. Nous fouillons une parcelle d'1 mètre carré en prenant bien soin de ne pas dégrader le site. Je me serais jamais imaginé à l'école, quand j'apprenais Christophe Colomb, que je me retrouverais en face d'un site amérindien, un peu tel qu'il les a découverts, lui. Dans le journal de bord de Christophe Colomb, il disait qu'ils avaient des huttes coniques, qu'ils étaient tout nus, qui naviguaient en pirogue, et on pense aussi qu'il y avait des échanges entre les îles. Je suis en train de dessiner une gouge. C'est un outil des Amérindiens. En fait, on en a trouvé 3 sortes d'outils. La gouge, ça servait à raboter le bois. C'était tranchant ici, et comme ça, ils pouvaient raboter le bois. Ça servait de poinçon. Et ensuite, il y a une hache, qu'on tient très bien dans la main, comme ça. On pouvait couper, ça devait être tranchant ici. Et ça, c'est pris dans le manteau du lambi. 20 ans après que Christophe Colomb ait découvert cet archipel, il n'y avait plus d'Arawaks, car ils étaient tous morts par l'esclavage. C'est-à-dire que les Blancs les avaient emmenés dans les îles du Venezuela pour pêcher les perles. Et en fait, les Indiens n'ont jamais supporté l'esclavage et ils sont morts. Sans les lambis, les Indiens auraient-ils pu vivre sur ces îles arides? De nos jours, ces coquillages à la chair savoureuse sont toujours l'une des principales ressources d'un grand nombre d'îles Caraïbes. Non loin de Fleur de l'Ampol, nous partons à la rencontre de pêcheurs.
Les barques à moteur ont remplacé les pirogues indiennes, mais la méthode de pêche, elle, n'a pas changé. C'est en plongée libre que les habitants des îles Turques et Caïcos récoltent les lambis. Ces plongeurs sont d'une efficacité redoutable. 2 heures leur suffisent pour remplir la barque à ras-bord. Ils nagent, ils nagent, ils nagent, ils nagent pendant des kilomètres. Ils descendent, ils reprennent leur lambi, ils remontent, ils continuent, ils replongent. Et on a l'impression qu'ils ne s'arrêtent jamais, qu'ils sont toujours sous l'eau, qu'ils n'ont pas froid, qu'ils sont... C'est des athlètes. Voilà. Alors Mario, c'est fini la pêche? Je vais étirer. Ah oui? Dans le coquille. Ah bon? Je vais retirer la viande dans le coquille. Victimes de leur succès, les lambis se font de plus en plus rares dans la mer Caraïbe. Voilà, voilà, tous, tous entiers. Nous poursuivons avec Pierre Lejeune nos expériences sur le corail. Le but de l'opération alors aujourd'hui, c'est d'aller poser la cloche qui est là, sur la tête de corail qui se trouve juste derrière le Zodiac. Là. Et on va prélever un brin d'algue qu'on pèsera après au laboratoire, on va mettre dedans. Et immédiatement après l'installation de la cloche, il faudrait qu'un d'entre vous fasse un prélèvement d'eau dans la cloche pour qu'on sache la quantité d'oxygène qu'il y a dedans. Et puis un prélèvement d'eau autour de la cloche pour savoir quelle quantité d'oxygène il y a dans l'eau libre. Ça devrait être la même au départ. Puis on reviendra dans 1 heure voir ce qui s'est passé. D'accord. D'accord ? Et est-ce qu'on va faire aussi avec du corail? Oui, bien sûr. Le but, c'est d'étudier le corail quand même dans notre histoire. Donc on commence par des algues parce qu'on sait que ça produit bien de l'oxygène. Après, on ira prélever des tout petits morceaux de coraux qu'on installera et on essaiera de refaire un nouveau cycle de 24 heures d'étude de la production ou de la consommation d'oxygène, on verra, par les coraux. Pendant 72 heures, nous vivons au rythme des dosages d'oxygène. Nos expériences se poursuivent même au milieu de la nuit. Ce morceau de corail a passé 6 heures dans la cloche. Il y a 6 heures, on a mesuré l'oxygène dans l'eau. Et maintenant, on remesure l'oxygène par méthode colorimétrique pour savoir si le corail a dégagé de l'oxygène ou si au contraire il en a absorbé. Dans le laboratoire de Fleur de Lampol, nous utilisons pour nos mesures une méthode chimique simple, mais précise, la colorimétrie. Voilà. Je mets le 5e réactif et c'est un liquide, je mets un certain nombre de gouttes, je ne connais pas encore le nombre. Et quand l'eau sera devenue complètement transparente, c'est à partir de ce moment-là, je saurai combien d'oxygène il y a dans l'eau en fait. Alors ça commence à devenir transparent. Là c'est transparent. En fonction du nombre de gouttes que j'ai mis, je sais que dans la cloche, il y a 4,9 mg d'oxygène par litre. Pierre, ça veut dire que les coraux ont consommé de l'oxygène cette nuit? Tout à fait, ils ont consommé de l'oxygène, ce sont des animaux, ils ont respiré. Mais rappelle-toi, on a placé cette cloche à midi, les coraux sont restés à peu près 6 heures dans la lumière, et lorsqu'on a repris la quantité d'oxygène qu'il y avait dans la cloche après 6 heures de lumière, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus d'oxygène qu'au départ. Donc pendant les heures de lumière, les coraux ont produit de l'oxygène. Mais c'est pas possible car les coraux sont des animaux et donc ils consomment de l'oxygène. En principe, oui, les animaux consomment de l'oxygène, ils respirent comme toi et moi. Mais tu sais, on en a parlé précédemment, que les coraux ont créé une association avec une petite algue qui s'appelle la zooxanthelle. Les zooxanthelles vivent dans les tissus même, les tissus animaux du corail. Et cette association est assez extraordinaire puisqu'elle permet à un animal finalement de produire de l'oxygène comme un végétal. C'est donc l'association étroite d'une algue et d'un animal qui a permis au récif corallien de s'épanouir. Cette symbiose apporte à chacun les éléments nutritifs dont il a besoin. Les récifs coralliens nous offrent là une belle leçon de coopération. Fleur de Lampol navigue depuis 2 mois dans les îles Turques et Caïcos. Nous y étudions le corail avec Pierre Lejeune, un biologiste marin. Tous les matins, Pierre nous fait un cours théorique. Ensuite, nous plongeons et réalisons diverses expériences. Qui a été déterminé par la façon dont la bouche et l'anus se forment chez l'embryon. Mais ce matin, nous sommes distraits par un pélican.
ils pêchent autour de Fleur de l'Ampol. Sous l'eau, nous découvrons un banc de poissons, des millions et des millions de petites comètes d'argent. Soudain, les poissons s'affolent. Que se passe-t-il? Un groupe de dorades chasse. Le banc de poissons semble se mouvoir comme un seul animal, immense et souple. L'effet de masse trompe les prédateurs. De l'autre côté du banc rôde un barracuda. Au-dessus des eaux guette un couple de pélicans. Pour les petits poissons, vivre en banc est un moyen de se protéger. D'ailleurs, quel prédateur serait assez vorace pour les dévorer tous? Nous partons nous ravitailler à Providenciales. La navigation dans le corail demande la plus grande prudence. Alors, faut que je passe à tribord ou à bâbord? Ok. Un caboteur à voile haïtien nous demande de l'aide pour franchir les récifs de corail. Bonjour Braille. Là, on est en train de remorquer un caboteur haïtien parce qu'on les a croisés, ils étaient complètement perdus, ils avaient plus d'eau, plus de vivres. Alors on leur a donné à manger et maintenant on les remorque jusqu'à Providenciales. Attention, Pierre, attention, il y a une patate juste devant, faut que t'ailles à tribord. J'y vais. Elle est encore loin? Pas très loin, non, vas-y. Je suis à fond là. De nombreux voiliers d'Haïti, cette grande île toute proche, relâchent à Providenciales, capitale des îles Turques et Caïcos. Ils sont parmi les derniers voiliers de travail au monde, les plus pauvres de la planète. Nous allons rendre visite à Musset, capitaine du bateau que nous avons remorqué. Nous faisons des trafics, des négociations, le va-et-vient dans cette île-là, de la Caraïbe et à Haïti. Et qu'est-ce que vous transportez? Nous transportons nos produits comme la figue banane, les mangues, les pamplemousses, l'ananas, en saison. Et c'est dur de naviguer avec un bateau comme le tien? Ah oui, c'est dur, mais on s'est habitué et puis il faut s'habituer à travailler comme ça. Nous ne sommes pas des techniciens presque, mais nous faisons ça en fait pratiquement comme ça. Vous êtes habitué de toute façon? On est habitué et puis on a une boussole quoi. Et avec la boussole, on peut contrôler le degré, mais quelquefois on échappe. C'est comme si c'était Christophe Colomb qui n'avait pas appris ça dans une école. Nous ne pratiquons pas les techniques modernes jusqu'à présent avec notre bateau. Nous n'avons pas même un moteur, nous servons de la voile comme les anciens ont fait. Nous n'avons pas encore fait de profit de la technologie moderne. On va visiter le bateau? Ah oui, on peut, parce que vous êtes la bienvenue. Au fond, il y a une petite couchette pour les marins, parce qu'en fait, ils font des quarts, ils travaillent toute la nuit, mais des fois, quand ils sont fatigués, ils dorment là. Et en bas, ils mettent tous les fruits, tout ce qu'ils rapportent. Et il y a aussi des petites roches pour laisser le bateau, pour que ça l'équilibre bien. Ah oui. Ça. Il n'y a que les femmes qui dorment à l'intérieur du bateau? Les femmes dorment assez souvent. Mais ceux qui ont plus de résistance, elles font de la cuisine comme ça. Et elles font la cuisine sur le pont? Sur le pont. Nous invitons Musset et son équipage à visiter Fleur de l'Ampol, qui est aussi un ancien caboteur à voile. Le bateau est mien, je considère ça comme deux frères. Parce que je vois la tradition dans mon bateau, la tradition française, et dans votre, la tradition française. Décidément, nous avons beaucoup de points communs avec Musset. Nous découvrons en cet homme sympathique et cultivé un ardent défenseur de l'environnement, bien menacé sur son île. Je ne savais pas, quand je vous ai rencontré, si vous vous intéressez à une question pareille. Peut-être c'est la nature même qui a amené ici pour vous connaître en ce sens. Il y a des gens comme moi qui s'occupent de l'environnement. Pour toi, l'environnement, c'est un problème qui concerne tout le monde, dans tous les pays?
Ah oui, parce que l'environnement, en fait, c'est la vie. La Terre, en fait, c'est notre planète mère. Et nous sommes tous un. Ce dont je me rends compte maintenant, c'est qu'en France, il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de gens différents de moi. Et qu'ils ont sûrement beaucoup à m'apprendre. Et aller vers eux, c'est un peu comme aller voyager. Et c'est vrai que quand je vois tout ce que j'ai à apprendre, des gens qui sont différents de moi, je trouve que le racisme, c'est vraiment dommage, quoi, parce que on peut vraiment s'enrichir de gens qui pensent différemment de nous. À chaque escale, la fleur réclame nos soins. Alors, quelques petits pinceaux. Ouais, ça, est-ce qu'il a le pot noir? Non, rien. Non. Oh, mais c'est mal. Bon, t'as peut-être le droit de filmer, mais interdiction de dire à Myriam Charles, parce que sinon, moi, je le sens pas trop scolaire. Tu t'en sors, Henriette? Ouais, ça va pour le moment. J'ai pas encore fait trop de dégâts. On doit beaucoup travailler sur ce bateau parce que ça abîme très vite. Alors il y a beaucoup de travail, mais elle nous donne tellement que ça vient pas des corvées parce qu'on a de travailler dessus, parce qu'on a l'impression de lui rendre un peu tout ce qu'elle nous donne, quoi. J'ai appris des choses à l'école, j'ai appris beaucoup de choses sur la fleur. Les deux me serviront dans la vie. Je pense que c'est complémentaire et que on dissocie pas vraiment les deux à bord, quoi. On sait très bien que le scolaire c'est aussi important que le reste. On est en train de finir la synthèse sur le corail et quand on aura vraiment fini, cette synthèse nous servira à envoyer à des classes de seconde et pour nous aussi. On a fait les expériences, on a regardé, on a étudié, puis là on est en train de rédiger, quoi. C'est d'abord en français et après on traduit en anglais. On traduit tout seul et après on demande à Henriette si c'est pas trop mal. Donc c'est à la fois une étude de corail et puis de l'anglais. Ouais. Pauvre Henriette, elle est très demandée. Je suis pas dégoûtée de l'école en rentrant, bien au contraire, j'ai envie d'y retourner. Et je pense que la fin ne nous aura pas vraiment pénalisés par rapport à notre vie scolaire. C'est notre dernière escale à West Caicos, l'île déserte où depuis un mois nous étudions le corail. Demain, nous partirons pour les Bahamas. C'est la dernière fois que je plonge dans le corail là. Et je crois que j'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort. Parce que tout à l'heure, quand je suis descendue sous l'eau, je me sentais vraiment dans mon élément, dans mon milieu, comme si j'avais toujours été là. Et je regardais au-dessus de moi, je voyais à peine les étoiles qui perçaient la surface. Je voyais au loin la tache du feu. Et je me sentais vraiment aux origines de ma vie. C'était vraiment très très fort. J'avais un peu peur qu'il y ait des requins ou des méchantes bébêtes, des méduses qui me piquent sous l'eau. Et en fait, quand je plongeais, j'étais sous l'eau, je regardais la surface. T'as l'impression de voir l'autre côté du monde. C'est vraiment des sensations magiques. En plus, quand on plongeait vraiment profond, on se retournait et on voyait même la lune à travers l'eau. C'est assez exceptionnel. Ouais. C'est bizarre de voir la lune de l'autre côté. Ouais. C'est finalement relier les univers entre eux, quoi. Ouais. Le ciel, les étoiles, la lune, la planète, la mer, qui est quand même le liquide nourricier dans lequel tout est apparu. Le plancton. C'est un grand écosystème, en fait. Puis cet écosystème merveilleux qu'est l'écosystème corallien, quoi. Au début, je comprenais pas grand-chose au corail. Je voyais un poisson par-ci qui était un peu rouge, un autre qui était grand, fin. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'au fur et à mesure, on commence à le comprendre, on commence à différencier, mais à voir qu'il y a un lien entre tout ça. C'est tout un ensemble.
Et tu penses que si on fait pas gaffe au corail, il pourrait se détruire facilement? Bah, le corail est extrêmement fragile. Tu veux dire que si on détruit un seul des éléments du récif corallien, ça peut tout mettre en l'air? Ah bah bien sûr, oui. Vous avez vu comment c'était imbriqué de manière extrêmement précise. À partir du moment où vous cassez des liens entre ces différentes briques, finalement vous cassez le ciment qui cimente le tout et vous pouvez voir l'édifice s'écrouler. Une modification de la quantité de CO2 dans l'atmosphère, par exemple, au niveau mondial, peut avoir des conséquences qui sont extrêmement importantes sur le récif corallien. Et par exemple, dans le Pacifique, on a observé beaucoup de blanchiment de coraux et un certain nombre de scientifiques postulent que ça pourrait être un réchauffement de l'eau dû à modification du climat qui engendre ces destructions. Et ça pourrait être très grave? Ça pourrait être très grave parce que ça se passe au niveau du globe. Ce serait dommage que dans quelques années, à cause de nous, il y a d'autres enfants qui puissent plus avoir ce qu'on a vu, qui puissent pas ressentir ce qu'on a ressenti, ce bonheur, cette joie, voir tout ce qu'on a vu. Si c'est détruit dans quelques années, ben... Ça peut arriver, ça peut parfaitement arriver. Et on le sait, dans bien des lieux, la nature est profondément atteinte par l'activité humaine. Puis un seuil à ne pas dépasser si on le dépasse. Si on dépasse certains seuils, effectivement, comme tu le dis, on peut voir tout un écosystème disparaître définitivement, quoi. Mais en fait, quand on réfléchit bien, on se dit, la nature c'est nous. Alors vivre en harmonie avec la nature, est-ce que ça serait pas vivre en harmonie avec nous-mêmes, quoi? Quand je regarde l'univers ou la mer, ou alors même les étoiles, je les regarde, j'ai l'impression qu'elles me regardent aussi quelque part. Et je me dis que je suis un petit bout d'univers, et je sens que tout ça, ça ne forme qu'un. Fleur de l'Empole fait voile vers Nassau, capitale des Bahamas. Pour des millions de touristes fortunés, Nassau représente le rêve américain. C'est vraiment impressionnant, hein. Tout au fond du port, loin des marinas luxueuses, nous retrouvons les caboteurs à voile venus d'Haïti. Ils débarquent leur maigre cargaison. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le fait qu'il y ait d'un côté du port, mais des gens mais vraiment totalement pauvres qui, pour survivre, ils ont fait 4 jours de mer pour venir d'Haïti jusqu'à Nassau. Ils ont juste leur voile, ils peuvent très bien rester des jours comme on les a vus à Grande Turque, sans eau, sans nourriture. Alors qu'il y a des riches qui arrivent avec leurs immenses yachts, ils ont quelquefois des hélicos, ils ont tout pour avoir la vie belle. Il y a vraiment un déséquilibre dans la balance. Trop de richesse comme trop de pauvreté peut mener à la destruction de la nature. Nous rencontrons l'Aquanaut, un navire futuriste qui permet de découvrir l'univers sous-marin sans se mouiller. Aux Bahamas, le tourisme est un mal nécessaire. Ces îles ont leur beauté pour seul atout. Mais les récifs coralliens sont dégradés tant par la surpêche pratiquée par les autochtones que par les millions de visiteurs étrangers. À bord de l'Aquanaut, on peut apprendre à connaître le corail sans l'abîmer. Même le tourisme peut devenir écologique et contribuer à la protection de l'environnement. Fleur de l'Empole gagne maintenant une région isolée des Bahamas. On est en train de rentrer dans le parc des Exhumas. Il n'y a pas de fond, c'est à environ 50 cm sous la coque. Et c'est des navigations à vue. Il y a quelqu'un qui t'aide dans le bateau, qui regarde le fond, et là on navigue suivant la couleur de l'eau. C'est un peu tendu comme navigation, mais ça va aller.
m'attendais pas à autant de couleurs. C'est bleu et tout, c'est vraiment génial. C'est le paradis. C'est magnifique, il y a plein d'îles désertes. Bah, je savais pas que ça existait, quoi, un endroit pareil. Le parc naturel des Exumas, long de 25 km, comprend quelques dizaines d'îles vierges. Ce sanctuaire animal permet de repeupler l'archipel en poissons, langoustes et coquillages. Mais cet environnement préservé attire chaque année un nombre croissant de visiteurs. Pour le protéger, il ne dispose que d'un unique gardien, Ray Darville. Ray fait ici tous les métiers et se dépense sans compter 7 jours sur 7. Nous nous installons chez lui pour l'aider dans ses multiples tâches. Connaissant notre amour pour les cétacés, Ray nous confie une mission bien particulière. Ça, c'est une côte. T'as oublié ton omoplate. Celui-là, il est déjà plus lourd que les autres. Oh. Les vertèbres, elles sont plus grosses que nos têtes. Le cachalot, il s'est échoué il y a environ 2 ans. Et en fait, il y en a 2 qui se sont échoués. Et ils étaient en train de pourrir sur une plage. Et donc, Ray nous a proposé de le reconstituer. Alors, on se demande comment est-ce qu'on va réussir à les assembler. Cela fait maintenant plusieurs mois que nous plongeons chaque jour dans les eaux coralliennes. Les habitants du récif nous sont devenus familiers. Nous ne prenons plus pour des fleurs ces animaux étranges, des vers. Leurs plumes leur permettent de filtrer les eaux pour capturer le plancton. Observer les poissons est un fascinant spectacle. Nageant face au courant, ces élégantes demoiselles bleues se nourrissent de plancton. La vie de la demoiselle grise est fatigante. Elle doit défendre son minuscule territoire contre les intrus, et Dieu sait s'ils sont nombreux. De son bec puissant, le poisson perroquet broute les algues à la surface du corail. Le bec pointu des poissons papillons leur permet de capturer leur nourriture dans les creux du récif. Les papillons vivent en couple fidèle. Les poissons-anges sont d'une suprême élégance. L'ange royal est le poisson le plus coloré des Caraïbes. Il est d'un naturel timide. L'ange tricolore, lui, vient nous visiter à chaque plongée. Le corail sert d'abri à ces poissons herbivores, prêts à disparaître à la moindre alerte. Au-dessus du récif plane un banc de carangues, des carnassiers taillés pour la vitesse. Un requin rôde. Ce puissant prédateur n'effraie nullement ces mérous géants. Nous aussi, nous nous sommes habitués à la présence des requins. Prêt à foncer sur sa proie, un poisson trompette flotte parmi les gorgones. Dans son trou, la badèche tigre guette l'imprudent qui s'approchera trop près. Son cousin le mérou fait de même. La raie se nourrit en filtrant le sable. Ce poisson pacifique cache sous sa queue un dard redoutable. Les timides poissons chirurgiens ont aussi une arme de défense, une petite lame acérée près de leur queue. En cas d'attaque, le poisson lime préférera se cacher dans un trou. Il s'y bloquera à l'aide de cette puissante épine dorsale. Quant au poisson coffre, il compte sur son armure et sur sa chair toxique pour assurer sa protection. La vie d'un poisson n'est pas toujours un long fleuve tranquille. La reconstitution du squelette de cachalot touche à sa fin.
Durant 3 semaines, Ray a été le meilleur des compagnons. Sur le coup, on s'imagine pas trop que c'est un cachalot parce que les os sont tellement énormes. On les lave et puis on se rend pas compte, c'est comme des cailloux. Et après, quand on le reconstitue, on se rend bien compte, c'est une énorme bête. Ça me donne un peu l'impression de reconstituer un dinosaure. Straight. You understand? Yeah. They are not like this. Look. Yeah, Not like this. No, it's straight like this. Yeah. Right? Il n'y a que deux paires qui touchent au truc. Les autres, elles ne touchent pas. Put this. Tu peux le mettre comme tu veux. Je pense que ce serait plutôt comme ça. Ouais. Put this. Ouais. It's good. Like this. It's good. Huh? Just like that. Ça peut être... Pourquoi ça peut être comme ça? C'est pas bête. Hein. For this rib, it should be with this vertebrae. Reconstituer un squelette de cachalot aux exhumas aura été pour l'équipage un formidable cours d'anglais. It's me, but maybe you're right. I don't know. I think that you're right, but I don't know. Chaque jour, Ray part en patrouille à travers le parc. Ray, c'est un colosse, c'est vraiment un homme très grand. Il a toujours son chapeau, alors il a des chapeaux un peu pour toutes les scènes de vie possibles. C'est un peu le cow-boy des mers quand il va débarquer avec son super bateau, tel un cheval. Son bateau lui sert de cheval, c'est clair. C'est vraiment le cow-boy. Pour poursuivre les nombreux braconniers qui s'introduisent dans le parc, Ray compte sur la vitesse de son bateau. Hélas, les braconniers sont aussi bien équipés et les poursuites sont souvent dangereuses. Ray informe les bateaux en escale de la législation stricte du parc. Ici, il est interdit de prélever quoi que ce soit. Aujourd'hui, tout se passe bien. Mais il arrive que, pris sur le fait et risquant la prison, des braconniers préfèrent passer à l'attaque. Des gens ont essayé de me tuer avec des couteaux, en me jetant des bouteilles ou des pierres. C'est arrivé souvent. Chaque fois que je pars en patrouille, c'est très dangereux. Mais je crois dans le parc. Je ne veux pas mourir. Mais je ne veux pas avoir fait tout ce travail pour rien, si j'abandonne. Alors je reste. Pour protéger Ray, l'armée vient de lui détacher un garde armé. La principale menace vient des pêcheurs locaux. Ayant épuisé les stocks de poissons à l'extérieur du parc, ils sont acculés à la misère et prêts à tout pour piller les récifs que protège Ray. Je pense beaucoup aux pêcheurs et à leurs enfants. Ils ont faim maintenant, parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Et je sais qu'ils sont très pauvres. Mais je crois que j'ai raison de les empêcher de pêcher maintenant. Car à l'avenir, ce sont 10 familles qui pourront manger, peut-être même 100. J'espère que je fais quelque chose de bien. Comment protéger la planète qui nous nourrit et en même temps permettre le développement des sociétés humaines? Tout est affaire d'équilibre. Durant notre long voyage, nous avons appris que l'on ne peut penser l'homme d'un côté et la nature de l'autre. L'homme fait partie de la nature. Fleur de l'Empole reprend le large. Dans 1 mois et demi, nous atteindrons les côtes de l'Europe. Je regarde souvent la mer, je fixe l'horizon, mais je fixe toujours l'horizon de ce côté-là. Parce que là-bas, il y a l'Europe, la France. Je me demande bien ce qui s'y passe, je me demande bien s'il y a des gens qui m'attendent là-bas. Nous sommes en mer, quelque part entre les Bahamas et la France. Bientôt la fin du voyage. Il y a 9 mois, nous entamions notre première traversée de l'Atlantique, en route vers la Guyane. À quelques jours des côtes françaises, nous n'avons rien oublié de notre aventure, ni les jours heureux, ni les coups durs.
pour partir sur la fleur, j'ai quand même dû faire un grand pas en avant, quitter ma famille, ma maison, chez moi, mon confort. C'est pas tous les jours facile. Et surtout, je ne m'étais pas imaginé que ce rêve-là demandait beaucoup. Je pense que ce qui est dur, c'est qu'il faut tout le temps donner le meilleur de soi-même pour que ça avance, quoi, pour que l'équipe soit homogène, pour qu'on arrive à nos fins, quoi. Après 31 jours de mer depuis la France, les rivages d'Amérique du Sud étaient enfin en vue. Fleur de l'Ampol allait passer l'hiver au cœur de l'immense forêt amazonienne. La nature est partout menacée par le développement des sociétés humaines. Pourtant, quelques rares communautés savent encore vivre en harmonie avec leur environnement. Au sud de la Guyane, nous nous sommes mis à l'école des Indiens Wayana. Ces hommes de la forêt n'ont-ils pas quelque chose à apprendre aux Occidentaux que nous sommes? Je me souviens, chez Wayana, on pêchait tous les jours les poissons dans la rivière. Et un jour, je pêchais et je me disais, c'est vrai, les Indiens, ils ont besoin de cette nature pour vivre tous les jours. C'est obligé, parce que ce qu'ils mangent, c'est tout autour d'eux. Si je pêchais un poisson et je voyais qu'il y avait des chercheurs d'or qui polluaient la rivière à côté, je me disais, ils tuent mon poisson, ils tuent ce que je mange. Alors qu'en France, si quelqu'un pollue le fleuve à côté de chez moi, je me dis pas que c'est mon poisson que je mange. Moi, mon poisson, je vais le chercher au supermarché. C'est bon, mais tu coupes là. Voilà. D'accord. Peut-être l'avions-nous oublié. Habitants des villes ou de la forêt, c'est toujours la nature qui nous nourrit. Tu mets ta flèche comme moi, comme ça, et tu vises bien sur le poisson. Et après tu tires. Cet équipage, c'est un peu comme mon frère. Il m'a beaucoup donné, il m'a appris beaucoup sur la nature, il connaissait beaucoup. Les Wayana m'ont appris qu'avoir des amis très différents de soi, c'est très important parce que tu vois autre chose que toi, ça te permet d'avoir un jugement plus objectif sur toi, sur ta société, pouvoir retirer les bonnes choses, voir ce qui est mauvais, ce qui est bon. Et c'est vrai qu'avoir des amis différents, c'est très très enrichissant. Pour les Wayana, la chaleur d'une vie communautaire et le respect de la terre, mère, sont plus importants que l'accumulation de biens matériels. Pourrons-nous nous inspirer de ces valeurs indiennes lorsque nous rentrerons chez nous? De toute façon, là où on est, on ne peut pas revenir en arrière et vivre comme les hommes préhistoriques. Maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de vivre avec la nature et en la détruisant le moins possible. Se mettre à l'école d'autres formes de culture ne veut pas dire se couper de notre propre société. Les périodes de navigation ont été mises à profit pour suivre le programme scolaire et rédiger les documents envoyés régulièrement en France, où de nombreux collèges et lycées suivent notre voyage. On apprend beaucoup plus de choses que dans le système scolaire. On apprend à être tolérant, on apprend à vivre en groupe et on apprend un peu les règles du monde, quoi. Il y a des gens qui disent les voyages forment la jeunesse, je crois que c'est vrai. Sur le chemin des Bahamas, nous avons fait escale au banc d'Argent pour y étudier la reproduction des baleines à bosse, en compagnie d'Anne Collet, cétologue. De nager avec une baleine, ça paraissait un rêve inaccessible et puis bon, on a essayé et je pense que ça nous montre que faut toujours essayer, faire le mieux qu'on peut et puis pour essayer d'aller le plus loin possible et pour réaliser ses rêves. Durant 3 mois, Fleur de l'Ampol a navigué dans les îles désertes des Bahamas. Alors, pour le point numéro
Leurs eaux transparentes abritent les plus beaux récifs de corail des Caraïbes. Guidés par Pierre Lejeune, un biologiste marin, nous y avons étudié l'écologie du corail et l'impact de l'homme sur ce milieu fragile. Dans la nature, étude rime avec plaisir et l'émerveillement est toujours au rendez-vous. J'aime beaucoup les récifs coralliens parce que c'est un peu comme un jardin avec tous ces animaux, mais un jardin qui est un peu dans un autre monde, dans celui de la mer, et nous, on y va, mais on n'a pas de branchies, donc on ne peut pas y rester longtemps. Donc on reste juste le temps qu'on peut rester en apnée, et c'est un peu comme un jardin secret. Un jour, aux Bahamas, nous avons essayé de nourrir des mérous géants. Dans ma vie future, j'aimerais faire un métier pour l'environnement, pour faire prendre conscience aux gens que la planète est en danger. Avant, je voulais faire un métier pour moi, vraiment. Maintenant, j'ai plus envie de faire un métier pour moi, mais aussi pour les autres. Et j'ai envie de donner toute ma vie, quoi. Je trouve ça tellement beau de donner, de recevoir. Maintenant, je voudrais faire quelque chose pour la Terre, parce que la nature, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai appris à l'aimer durant cette expédition. Déjà, je voudrais que mon métier soit lié à la nature. J'aimerais bien que tout le monde aime la nature comme moi. Parce que je pense que quand on aime, après on a envie de protéger. Je suis contente de ce qu'on a fait tous ensemble parce que c'est vraiment un travail collectif. Et ouais, on en est fiers maintenant. En approchant de la fin du voyage, nous réalisons que le plus fort dans cette expérience, c'est l'aventure humaine. Il n'y a pas de flirt parce que ça permet de construire une amitié plus solide. On peut tous dire, moi je sais que j'ai jamais parlé d'autant de choses avec des garçons. Et ça permet aussi une grande confiance, quoi, l'un et l'autre. On va pas jusqu'au flirt parce qu'à bord on a un contrat moral qui nous l'interdit. Et donc on va vraiment jusqu'au fond de l'amitié. En mer, les étoiles guident les marins. Nos rêves aussi nous ont montré la route. Mais pour qu'ils prennent corps dans nos vies, il a fallu beaucoup de travail. C'est peut-être cela, cette association du rêve et de la rigueur, qui rend si marquante l'aventure de Fleur de l'Ampol. Je pense pas que je pourrais citer tout ce que j'ai retiré de cette expérience. Je pense que ça m'a enrichi dans ma culture déjà parce que j'ai appris beaucoup de choses sur le monde dans lequel on vit. Je pense que j'ai dû grandir aussi un peu. J'ai dû devenir un peu plus autonome et débrouillarde. Moi, j'ai beaucoup réfléchi sur moi-même grâce aux autres, grâce à l'expédition. Je me suis remise en question, tas de choses comme ça, et ça sert bien, quoi. Et maintenant, c'est une vie auquel je me suis vraiment habituée et que j'adore, quoi. Et c'est vrai que maintenant, j'ai deux maisons, quoi. J'ai la Fleur et puis la maison chez moi en France avec mes parents. J'ai aussi deux familles. C'est l'idiot, c'est le retour. Déjà. Alors là, on arrive, c'est la grosse exultation. Il y a nos parents, il y a tous les journalistes, il y a tout le monde. Ouais, c'est stress. Allez, Guéda, on va faire la fête. Heureusement qu'elle est là, elle. Hein. Ouais, on va faire la fête.
s'attend, c'est hyper fort, c'est chouette, c'est super. On a l'estomac noué. Nous retrouvons nos familles de la terre et quittons notre famille de la mer. Mais le chemin commencé sur l'océan continuera chez nous. Car nous avons appris à croire en nos rêves. Quant à la fleur, l'an prochain, elle repartira. Eh ben, nous, on a plongé avec les baleines à travers les écrits. On s'est senti vraiment tout près d'elles. Alors la fin de l'histoire, elle est au fond de nos cœurs.